Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2019. Aujourd'hui, nous faisons l'émission à partir de la grande ville de London, Londres, au Royaume-Uni, où nous sommes en séjour, en très court séjour, en transit pour aller quelque part. Alors, voilà. Donc, à tous les amis d'Anglo-Congo qui sont à Londres, nous sommes dans vos murs. Je sais qu'il y en a beaucoup ici. Quelques-uns m'avaient appelé de Manchester il y a quelques jours. Je suis très content. Le climat est bon par rapport à Washington, d'où je viens. Il fait très froid là-bas. C'est bon ici. Alors, rapidement, nous allons reconnaître la présence de Serge Mosenga, de K, de Phoenix Sahel, Crispin Mukindi, unis pour sauver Zahir. Phoenix Sahel nous dit bonjour papa, je dis bonjour. Phoenix, il y a Deniko, Kalumbo, GNFB Bondekwe, Mukenge Blaise et Guy Makumbi. Sur mon moniteur, je vois que nous sommes plus de 35 personnes déjà branchées. Je suis très content. Je ne saurais pas citer tous vos noms. Nous avons des sujets à traiter aujourd'hui. Vérité des urnes. Est-ce que la Senko sème la confusion dans les esprits des Congolais? C'est une question que nous posons. Deuxième sujet. Avant sa visite à Kinshasa, Tibor Nagui parle encore de la RDC, parle encore de la politique des USA en RDC. Tibor Nagui, pour un petit rappel, c'est le secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique, secrétaire d'État américain, cela s'entend. Alors, la Senko a fait encore une déclaration. Cette fois-ci, ce n'est pas le cardinal Mosengo, c'est plutôt la Senko. Il faut savoir faire les distinguos. La Senko est une structure, c'est une conférence des évêques de la RDC. Beaucoup de gens confondent la Senko et l'Église catholique. C'est une structure qui est dans l'Église catholique. L'Église catholique comprend plusieurs structures et cette structure, et c'est, comme je l'ai dit, l'ensemble des évêques. Elle est importante dans la mesure, c'est ceux qui font partie de cette structure, ce sont les dirigeants, les gens qui ont en charge soit les évêchés, archevêchés. Alors, leur point de vue pèse. Ils sont revenus, cela s'entend, sur les résultats, j'allais dire, de dernières élections, et ils ont fait une recommandation demandant au président Félix Tshisekedi et aux nouveaux dirigeants de rompre avec les antivaleurs du régime passé. Vous savez, le cardinal Mosengo avait dit qu'il y a une continuation. Pour lui, c'était une continuation du régime passé à travers les pouvoirs qui est dirigé par l'actuel président de la RDC, M. Félix Tshisekedi. Alors, pourquoi nous disons que la Senko sème la confusion dans les esprits des Congolais? Parce que, d'abord, la première audience de la Senko, ce sont les catholiques, ça il faut le dire. Nous sommes un pays laïque, mais dans notre laïcité, nous avons beaucoup de chrétiens. La majorité des Congolais ils se réclament chrétiens, des diverses confessions religieuses, des protestants, des catholiques, des chrétiens, des églises pentecôtistes, des églises des réveils, et même de l'église kimbanguiste, parce que l'église kimbanguiste n'est ni protestante, ni catholique, ni église des réveils. Alors, nous sommes nombreux comme chrétiens, mais les catholiques, au jour d'aujourd'hui, constituent à peu près 42 à 45% de l'ensemble de la population congolaise. C'est déjà énorme. Alors, ils continuent, les évêques, à dire que ce qu'ils avaient dit au sujet des élections, c'est ça la vérité, et que si quelqu'un a des éléments
qui peuvent prouver que ce qu'ils disent n'est pas vrai, il n'a qu'à les apporter. Bon, nous sommes en train de faire une petite étude sur les processus électoraux, particulièrement les processus électoraux en RDC, mais nous ne pouvons pas le faire sans le faire de manière comparative avec d'autres processus électoraux, notamment en RDC et dans d'autres pays du monde. Nous avons publié un extrait d'un article, disons d'une recherche, d'une étude faite par une institution américaine qu'on appelle National Intelligence Council. Donc en français, c'est le Conseil national d'intelligence. C'est quoi le Conseil national d'intelligence? C'est en fait un regroupement ou bien rassemblement de plusieurs agences des renseignements américains. Donc, il y a la CIA, il y a ce qu'on appelle NSA. Tous viennent ensemble et ils partagent les informations, les expériences. Mais au-delà de cela, c'est une communauté, en fait, aussi de tous les gens, les agents secrets. Hein. Alors, ils traitent des sujets, ils font des prédictions et qui donnent aux structures de l'État américain, particulièrement le département d'État et la Maison-Blanche. Bien sûr, il y a aussi le département de la Défense. Alors, ils ont fait des prédictions sur les élections dans le sud du Sahara. Hein. La RDC fait partie de cette partie du continent qu'on appelle le sud du Sahara ou bien la Afrique subsaharienne. Ils avaient dit ceci exactement. Je vais vous lire parce que je me suis fait devoir de traduire un peu l'extrait qui nous intéressait. Ils ont fait beaucoup de prédictions sur tous les pays pratiquement du monde, sur tous les pays où les Américains ont d'intérêt. Ils disent ceci dans cet extrait. Ces prochains lots d'une vingtaine d'élections sera différent. Ils parlaient des élections allant de 2015 jusqu'à 2020. Alors, ils disent une combinaison d'évolution démographique, technologique, géostratégique, perturbe le paysage électoral de la région. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a une combinaison d'évolution démographique, c'est-à-dire la population. Aujourd'hui, la population africaine, elle est en majorité très jeune. C'est une population qui utilise les technologies de l'information. Donc, de ce fait, c'est une population qui est beaucoup plus informée qu'il y a les années passées, par exemple. Hein, donc, la génération passée, je voulais dire. Il y a cette évolution démographique, donc un changement démographique, évolution technologique. Hein, je parlais de téléphones, je parlais de computers, des ordinateurs, des laptops, tout ce que vous voulez, hein, tout ce que nous utilisons. Il y a aussi l'évolution géostratégique qui perturbe. Donc, quand on parle des géostratégiques, ça veut tout simplement dire les rapports qu'il y a entre un espace et les forces militaires en présence hein, dans cet espace-là. Alors, il dit tous ces éléments perturbent le paysage électoral de la région, c'est-à-dire la région de l'Afrique subsaharienne. Ces changements perturbent hein, le paysage électoral de la région. Les dirigeants africains, l'opposition et le public s'adaptent et écrivent un nouveau livre de jeu dans le processus. Parce qu'il y a eu changement qui est causé par tous les éléments que nous avons cités avant, notamment les changements démographiques, technologiques et géostratégiques,
Les dirigeants africains, l'opposition et le peuple africain se sont adaptés et ils sont en train d'écrire une nouvelle page dans le processus. Des manifestations de rue au vote parallèle, en passant par le piratage d'élections et les fermetures d'Internet. La politique de l'Afrique subsaharienne devient de plus en plus compétitive et imprévisible. Là, il vient ajouter d'autres éléments. Vous avez les manifestations des rues qui sont de plus en plus nombreuses par rapport à il y a quelques années. Vous avez des votes parallèles. Nous en avons l'illustration. Ce qui s'est fait, par exemple, à Yumbi, plutôt à Goma, et plutôt à Butembo et Butembo et Beni. Mais en dehors de ça, tout ce que vous avez comme vote dans les réseaux sociaux, hein, vous voyez, il y a des gens, on vous propose des votes dans les réseaux sociaux, ce sont là des votes parallèles, et en passant par le piratage d'élections et les fermetures d'Internet. Le piratage d'élections, c'est ce qu'on appelle en anglais le hacking. Hein, donc, aujourd'hui, c'est monnaie courante. Vous avez appris aux États-Unis jusqu'au moment où je vous parle, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, cette affaire d'immixtion de la Russie dans le processus électoral américain qui a conduit à la victoire de M. Donald Trump. Il y a une partie des démocrates et une opinion américaine qui pense que Trump est devenu président des États-Unis parce que les Russes étaient parvenus à accéder à des données de la candidate démocrate et par rapport à ça, ils ont manipulé, ils ont monté des stratégies pour que Trump finalement devienne président. Alors, les mêmes phénomènes, on dit que ça se passe aussi en Afrique. Et c'est ici que moi je trouve ça intéressant. Parce que là, on parle de l'Afrique. Les fermetures d'Internet, ça, c'est pas nouveau pour les Congolais. En 2011, hein, Kabila avait coupé l'Internet. En 2000, qu'est-ce que j'ai dit, en 2018, c'est la même chose, au moment de la proclamation des résultats. Alors, tout ceci fait que la politique, hein, au sud du Sahara, ou bien subsaharienne, devient de plus en plus compétitive et imprévisible. Il ajoute, les élites et le public africain redéfinissent en conséquence les règles de la concurrence, manifestant ainsi une nouvelle volonté de manifester plus souvent et plus longtemps. Vous voyez, il y a une sorte de changement, de redéfinition de la concurrence et il y a une forte volonté de manifester le plus souvent possible et aussi et le plus longtemps. Je vous donne l'exemple des jeunes de Lucha, de Filimbi. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous trouvez que ces jeunes qui, pour la plupart, sont financés par Open Society, qui est dirigé par Soros, ils aiment bien manifester et le plus longtemps possible. Il ajoute, il dit, dépenser plus d'argent dans les campagnes politiques, très important, et utilise une gamme d'outils technologiques pour mobiliser, tromper et pirater. Très important. Une gamme d'outils technologiques pour mobiliser, tromper et pirater. La RDC n'a pas échappé à ces phénomènes. Il vous souviendra l'affaire des 40 000, ce qu'on appelait les 40 000 téléphones satellitaires, je ne sais pas moi. Il vous souviendra des ordinateurs
hein, qu'on a utilisés, des programmes, tout ça pour mobiliser la population. Ici, je voudrais souligner une chose. J'étais en train de expliquer à un ami tout à l'heure que on peut partir de la mobilisation virtuelle à la mobilisation réelle. Je prends un exemple. Maman Lisa Monguedou, par exemple. On peut faire sur les réseaux sociaux. On monte des images, on lui montre qu'elle est en train de faire un meeting et qu'il y a un grand monde. Mais ce n'est qu'un montage. Maintenant, comme tout le monde est branché dans les réseaux sociaux, ça va faire du buzz. Et finalement, les jours maintenant qu'elle descend réellement sur le terrain, les gens seront curieux de savoir, mais qui est cette dame, hein, qui draine des foules. Alors que la première foule ou la deuxième était une foule virtuelle. Ou bien alors, elle tient un meeting à la place Sainte-Thérèse, il y a, disons, 2000 personnes, mais par la magie de la technologie, on vous présente des images et vous voyez comme si elle tient un meeting devant 100 000 personnes. Maintenant, le jour qu'elle se déplace pour tenir le même meeting à Lubumbashi, les gens viennent très nombreux parce qu'ils disent non, mais elle est déjà populaire. Donc, on vient voir celui qui est déjà populaire. Ça crée un engouement et en ce moment-là, ce n'est plus de la mobilisation virtuelle, c'est devenu réel. Et ce qui a engendré cela, c'est la mobilisation virtuelle. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Hein, on dépense beaucoup d'argent dans les campagnes. Et vous savez, bon, malheureusement, ceux qui ont bâti campagne ne nous ont pas donné le budget des campagnes, ils ne nous ont pas dit combien ça leur a coûté. Dans certains pays, c'est là, on a légiféré là-dessus pour qu'on ne dépasse pas un certain montant. Et même l'utilisation des fonds collectés pour la campagne doivent être utilisés uniquement pour la campagne. Bon, ce n'est pas encore le cas chez nous, nous comprenons. Alors, on parle aussi de tromper et pirater. Tromper et pirater, nous avons expliqué comment on peut tromper les gens en faisant des faux, des montages, tout ça. Moi, j'en ai vu pendant la campagne en RDC, un média en Belgique, média congolais, a fait un mélange à dessein des images, mais présentant cela comme un candidat qui va dans la ville de Goma, alors qu'il n'y avait pas d'engouement dans la ville de Goma, mais il a pris les images d'une autre ville où il était passé pour montrer comme s'il y a eu engouement dans la ville de Goma. Bon, là, il s'agit là de tromper et puis pirater. Je vous ai dit que certaines données ont été piratées et manipulées, ensuite présentées au public. C'est pour cela on peut trouver que pour un candidat, un seul candidat qui conteste, il a 3 résultats. Mais on se pose la question. Et 3 résultats, vous avez même des écarts, pratiquement des 2 chiffres. C'est-à-dire quelqu'un qui avait 62, et puis ici, il se retrouve 61. Mais là-dedans, il y a 20%. C'est énorme, 20% des gens. Même s'il y a une marge d'erreur, mais ça ne peut pas être 20%. Donc, ça dénote qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? On peut pirater des données et manipuler ensuite les présenter. Tout ça, nos amis américains avaient prévu cela. Rien ne leur a surpris. Bon, au regard de la manière comment les élections se sont passées, ils comprennent. C'est pour cela, parfois, quand nous disons vérité des unes, mais on se pose la question, quand ces gens-là vont devant ces Américains, est-ce qu'ils leur parlent de vérité des unes? Est-ce qu'ils leur amènent des preuves? Donc, voilà les problèmes. Et on se pose la question, ah, mais pourquoi? Non, parce que
et ils savent quelles sont les méthodes utilisées, qu'est-ce qu'il y a, tout ça, comment on divise l'opinion, comment... Donc, il y a un peu tout ça. Il y a un article très intéressant d'Al Jazeera qui explique comment une maison, une compagnie qui travaille pour un candidat dans un autre pays, comment il a divisé les gens sur des lignes ethniques, tout ça, parce que dans cette division-là, on peut diminuer, diminuer le vote d'un candidat. Alors, je disais que est-ce que l'Église catholique, qui regorge des intellectuels de grande facture, est-ce qu'elle est en train de s'aimer la confusion dans les esprits des Congolais? Je dirais oui et non. Oui, parce que, bon, il faut le dire que ces technologies sont quand même plus ou moins récentes. Hein? J'ai dit non, parce que ces technologies sont quand même plus ou moins récentes. Et puis, peut-être qu'il y a des informations qui leur échappent. Mais non, parce que, en tout cas, ils sont au courant qu'on peut, je crois, on peut manipuler les résultats et conditionner les gens. Alors, dans sa communication, l'Église catholique dit une chose et parfois le contraire. Ça aussi, c'est une confusion. L'Église catholique parle, je parle là de la CENCO, comme si elle était la CENI. Non, elle n'est pas la CENI. Et les gens votant, ils ne prenaient pas l'Église catholique comme la CENI. Non. Voilà. Venons-en maintenant. Donc, c'était sur ce point-là. Donc, nous devons faire très attention. C'est des manipulations qui sont très subtiles. Même les États sont tombés, des États bien outillés, sont tombés dans les pièges. Aujourd'hui, comme j'ai dit, les États-Unis, les gens se sont rendus compte après les résultats des Brexit dans le Royaume-Uni. Ça a été manipulé. En tout cas, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent dans ce sens-là. Donc, dans un pays comme la RDC, on peut facilement manipuler les gens avec des résultats qui ne sont pas véridiques, mais avec une campagne extraordinaire, campagne médiatique, parce qu'on pompe beaucoup d'argent là-dessus, et c'est comme ça que l'on conditionne l'opinion, et surtout l'opinion gobe facilement, et reste avec ce qu'on lui a proposé tous les jours. Maintenant, venons-en à la visite de Tibor Nagui, qui a encore parlé dans Jeune Afrique. Alors, on lui a posé des questions sur sa tournée parce qu'il sera au Congo dans le cadre d'une tournée qui va le conduire dans beaucoup de pays, notamment de l'Europe, mais aussi d'Afrique. Alors, on lui a posé des questions sur notre pays, notre président et notre pays. Et il a essayé de répondre à ces questions. Je vais vous lire ça. On lui a posé la question de savoir, par Jeune Afrique, allez-vous rencontrer le président Félix Tshisekedi à Kinshasa? Écoutez sa réponse, il dit, je l'espère. Je ne l'ai encore jamais rencontré, même si notre ambassadeur l'a fait, j'ai hâte d'échanger avec lui, d'en apprendre plus sur ses projets, sa vision pour son pays. Deuxième question, on lui dit, direz-vous que son élection a été libre et équitable? Écoutez sa réponse, il dit, c'est probablement la meilleure que le Congo ait jamais connue jusqu'à maintenant. Il parle là d'élection. Je comprends tout à fait et je respecte la manière dont les médias voient le monde. Ils traitent d'événements, les universitaires et les analystes s'intéressent plutôt au processus. Donc, à la différence des journalistes, les universitaires et les analystes s'intéressent au processus. Il ajoute, il dit, si vous regardez les élections comme un événement isolé, bien sûr, vous lui trouverez d'importants défauts. Mais comme partie d'un processus, elles sont très positives. Ce qui est primordial, c'est que Joseph Kabila soit parti.
Je pense que c'est une nouvelle ère pour la RDC. Les Congolais auxquels j'ai parlé sont de manière intéressante, très optimistes. Il dit, si vous regardez les élections comme, non pas comme faisant partie d'un tout, mais comme un événement isolé, bon, vous allez certainement voir beaucoup plus de défauts dans ces élections, mais si vous voyez, vous regardez ça, vous avez une vue différente de voir ça comme faisant partie d'un processus. Alors, il dit, c'est très positif. Et il dit qu'il a déjà rencontré beaucoup de Congolais. Ils sont très optimistes par rapport à l'avenir du pays. Et c'est là où ça vient en contradiction avec les propos exprimés par le cardinal Mosego, qui, à mon humble avis, c'est comme quelqu'un qui est en train de chercher qu'il y ait une crise pour qu'il se positionne. Voilà, donc, si on a un regard d'ensemble, on peut se dire, non, ça a été un succès, dans la mesure où, comme je l'ai dit, les objectifs, c'était l'alternance, Kabila est parti, qu'il y ait la paix, il y a une paix relative, et voilà, c'est le plus important. Mais si on réduit ça au niveau d'un événement particulier, au niveau des individus, c'est là où on va trouver beaucoup de choses à redire. Alors, il continue à dire ceci. En Occident, certains groupes regardent beaucoup en arrière. Nous voulons aller de l'avant. C'est très important ce qu'il dit. Il dit, en Occident, certains groupes regardent en arrière. Nous voulons aller de l'avant. Donc, vous avez des gens, les élections sont passées, et ils sont en train, excusez-moi, ils sont en train de continuer à parler de la qualité de ces élections, et ils veulent, comme qui dirait, arrêter la machine, recommencer les choses, hein, alors que eux, au niveau du, quand ils parlent de nous, ils parlent du gouvernement américain, il ne faut pas confondre. Hein. Il dit, pour nous, nous voulons aller de l'avant. Alors, il dit, nous voulons coopérer avec le président Tshisekedi pour voir comment nous pouvons servir la cause du Congo et en finir avec ces choses horribles qui ont plongé le pays dans la misère. Ceux qui ont suivi ma dernière analyse, je parlais de ça. Je parlais de ce qu'ils appellent les partenariats stratégiques. Et ces partenariats consistent en quoi? Qu'est-ce que les Américains gagneront dans ces partenariats? Qu'est-ce que nous, les Congolais, en tant qu'État, nous pouvons gagner? Et j'avais dit que quand vous avez un pays où il y a eu autant de morts, en millions de morts, c'est clair que la première priorité, le Congo, c'est un pays où tout est prioritaire, mais la première priorité, c'est absolument arrêter ces vagues de morts, hein, éradiquer les groupes armés qui sont en train de s'aimer la désolation et la mort à l'est de la République. Et cela passe par la réforme de l'armée, la restauration de l'autorité de l'État et si besoin aussi par la réconciliation. Voilà. Donc, il dit qu'il faut qu'on arrête ces choses horribles qui ont plongé le pays dans la misère. Parce que l'effet de ces conflits ici, c'est la misère. Et la misère au Congo, il y en a. Hein. Et ils veulent coopérer avec nous. Bon, c'est clair que ils vont en tirer des bénéfices. Nous aussi, nous allons tirer des bénéfices. Pourtant, les États-Unis, ça c'est la question qu'on lui pose, les États-Unis ont sanctionné les principaux organisateurs de ces mêmes élections. N'y a-t-il pas une contradiction? Il répond. En attendant, bon, qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Pour réduire la misère, donc la pauvreté. Alors, on lui pose la question, pourtant les États-Unis ont sanctionné, oui, ça j'avais dit. Il répond ceci dit, pour moi c'est très cohérent.
Des millions de Congolais se sont rendus aux urnes de bonne foi. La majorité des candidats eux-mêmes a participé aux élections de bonne foi, en dépit de ce que disent les analystes. Ah! De l'autre côté, nous avons dit, tout au long du processus électoral, que ceux qui interfèrent dans le processus démocratique ou provoquent des violences seraient passibles des sanctions des États-Unis. Certains s'en sont rendus coupables, par conséquent, les États-Unis fondés à appliquer ces sanctions. Donc, il dit clairement que voilà, les gens sont allés au vote avec beaucoup d'enthousiasme, la population, les candidats, mais ce sont les organisateurs des élections, certains d'entre eux, qui ont posé des actes qui étaient de nature à saboter cette volonté du peuple de se choisir ses dirigeants. Ces gens-là sont sanctionnés. Voilà ce que ça veut dire ici. Que ce soit universitaire, que ce soit, je ne sais pas moi, mais les Congolais ont montré qu'ils voulaient aller aux élections. Allez. Il ajoute, il dit, avec un processus qui connaît des problèmes significatifs, vous pouvez néanmoins avoir un résultat positif. On lui pose la question, la corruption a été l'une des raisons avancées pour justifier ces dernières sanctions. Pouvez-vous être plus précis? Cela a-t-il à voir... Non, cela a-t-il à voir avec les contrats d'acquisition des machines de vote auprès d'une entreprise sud-coréenne? Là, vous voyez Bassengé et son fils. Hein. Il dit, je ne donnerai pas dans les détails concernant chaque individu. Mais chaque situation a été étudiée avec beaucoup d'attention. Et d'autres sont encore en train d'être analysées. Ne soyez pas surpris si d'autres noms sortent dans un même proche. Voilà, il dit que s'il y a d'autres, ne soyez pas surpris parce qu'il pourrait y avoir d'autres gens qui seront sanctionnés. Et il dit, nous sommes très déterminés. Je vous ai dit l'autre fois que les sanctions, il y en aura encore, ce n'est pas fini. Hein? Et à ceci, je vois la volonté parce que les sanctions concernent particulièrement des gens qui ont travaillé sous le régime Kabila. Moi, je vois d'autre part la volonté d'affaiblir sérieusement les camps de Kabila, de diminuer sa capacité de nuisance, si je peux dire comme ça. Parce que le moment choisi pour sanctionner, ils auraient pu sanctionner pendant le processus électoral, ils ont attendu à la fin du processus électoral, donc c'est une façon le timing me montre que c'est une façon de les affaiblir avant la composition du gouvernement. Alors, on lui pose la question, quelle va être la politique américaine dans ce pays? Allez-vous aider Félix Tshisekedi à gagner en indépendance vis-à-vis du camp de Joseph Kabila? Écoutez sa réponse. Nous ne croyons pas au soutien des individus, mais au soutien au processus. Excusez-moi, j'ai la toux. Le Congo a l'opportunité de changer de direction pour la première fois. Nous allons suivre les actions du gouvernement, les nominations, les lois, les processus. Ils vont suivre quoi? Les actions du gouvernement, les nominations, les lois et les processus. La Constitution congolaise dit des choses très, très intéressantes sur la manière de former le gouvernement. Ah, ça c'est très important. Des nouvelles coalitions vont se former, peut-être même des nouveaux partis. Qu'adviendra-t-il des dirigeants en exil? Tout ceci est très complexe et en évolution. Ici, il parle de la politique intérieure du Congo. Hein. En fait, il est au courant de tout ce qui se passe. Il dit que la constitution congolaise dit des choses très intéressantes sur la manière de former le gouvernement.
C'est très, très capital ce qu'ils disent. Vous savez, parfois on dit, ah non, il faut un informateur, d'autres qui disent non, carrément, informateur, tout ça, machin. Et lui ici, il dit que la Constitution a déjà prévu comment cela doit se faire. C'est le président de la République qui nomme le Premier ministre, qui est issu du parti. C'est ce que dit la Constitution, du parti majoritaire. À défaut d'un parti majoritaire, alors, les partis peuvent se mettre ensemble. Mais reste à savoir, est-ce que ces partis-là auront statut de nation? Voilà. Donc, j'étais en train de dire, parce qu'il faut bien voir dans les détails ici, que qu'on le veuille ou pas, ils auront la mainmise. Si par erreur, les choses ne se font pas en conformité avec la Constitution, j'ajouterai aussi en conformité avec l'essence de leurs intérêts, parce que c'est cette combinaison-là, la Constitution et leurs intérêts, eh bien, ils ne vont pas soutenir, je pourrais même dire, qu'ils vont chercher à stopper un tel gouvernement. Tous les pays amis du Congo veulent que ces derniers réussissent. C'est lui qui parle toujours. Pendant des décennies, cela a été un désastre qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Et ici, c'est clair, il est en train de faire les procès du régime Kabila. Le Congo a été une force négative pour toute la région. Et les choses sont sérieuses ici. Il dit ceci. Le Congo a été une force négative pour toute la région. Donc, ça serait un soulagement immense s'il devenait une force, s'il devenait une force positive. Cela sous-entend que le pays doit être stable, le pays doit jouir de la bonne gouvernance, doit avoir une armée disciplinée et la richesse du Congo doit profiter aux autres pays de la région, pas dans les désordres. Quand je dis profiter, ce n'est pas les vols. Non, l'impact de l'essor économique de la RDC sur les autres pays. Il y aura un effet d'entraînement. C'est de ça qu'il parle. Quelle est la position de ces leaders en exil que vous avez mentionné à... Appelez-vous le président congolais à leur permettre de retourner dans leur pays? C'est aux Congolais de décider. Vous pouvez comprendre à qui il fait allusion. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert en droit congolais, mais en général, nous préférons que toutes les parties travaillent ensemble. Il y a des gens qui sont exilés, il faut le dire, le cas le plus emblématique, c'est Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi est en exil parce qu'il y a un procès contre lui. Voilà. Il a été, pas un procès seulement, mais il a été condamné. Et lui s'interdit d'interférer dans ces processus. Il faut que les droits parlent. Il n'est pas un expert du droit congolais. Le cas de Jean-Pierre Mbemba, il n'est pas exilé. Hein? Non, Jean-Pierre Mbemba n'est pas un exilé politique. Il l'était, mais il n'est plus. Il est allé au Congo. Avant d'aller au Congo, on lui a donné les passeports diplomatiques. Il est allé au Congo. On a vu, c'est... Donc, ce seront des cas très délicats à traiter de manière particulière. Et là, il a manifesté une certaine prudence. Mais tout au long de cette interview, vous pouvez vous rendre compte que sans qu'il le dise ouvertement, il soutient la RDC, mais particulièrement son président. On lui pose une question, dit, il y a une controverse au Congo quant à savoir si le président Tshisekedi devait ou non appeler à la levée des sanctions américaines contre des sécurocrates proches de Kabila. Est-ce envisageable pour vous? Il répond,
nous revoyons nos sanctions tous les temps. Et pas seulement au Congo. Si les conditions changent, nous les passerons en revue. Je ne dis pas que cela arrivera forcément, mais cela peut arriver. Donc, il laisse entrevoir qu'il y a possibilité qu'on puisse lever les sanctions, mais il ne cite pas de nom. Une collaboration. Et waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, comme disent les pentecôtistes. Là, c'est très grave. Hein? Donc, il y aura des gens qui seront certainement... Parce que ces sanctions relèvent de la souveraineté des États-Unis. Donc, ils peuvent décider du jour au lendemain de lever les sanctions si les sanctionnés changent de comportement. Hein, ils ne constituent plus une menace par rapport aux intérêts américains, parce que souvent les sanctions sont prises quand vous menacez les intérêts soit sécuritaires, économiques des Américains. Allez, l'autre question. Quelle est votre position sur le nouveau code minier mis en place l'année dernière qui a créé de nouvelles taxes pour les compagnies minières étrangères? Ça, c'est très capital. Il dit ceci, j'ai peu d'informations à ce sujet. Souvent, quand un nouveau gouvernement arrive, il passe en revue les législations de ces genres pour voir s'il les change. Cela a été le cas au Nigeria dans le pétrole. Nous verrons dans ce qui advient. Mais notre politique générale est de s'assurer que les compagnies américaines aient les mêmes opportunités que les autres. Il dit que ça peut changer. Quand il y a un nouveau gouvernement, il donne l'exemple du Nigeria, dans le secteur du pétrole, il y a eu des changements. Moi, j'ajouterais même en disant, vous voyez, quand Barack Obama était là, il a institué ce qu'on a appelé Obamacare. Quand Trump est venu, allez, il a cassé cette affaire. Donc, cela sous-entend que le président Félix Tshisekedi pourrait revoir plutôt hein, certains contrats, hein, certaines décisions du gouvernement qui a précédé. Voilà, ça s'arrête là sur la partie de la RDC. L'interview continue avec une question sur le Cameroun. Et nous aussi, nous pensons que notre analyse sur ce point-là, c'est déjà suffisant. Oui, il y a la première question. Messieurs, je crois que c'est Junior, attendez un peu. Ok, non. Tous ceux qui m'ont salué, bonsoir, bonsoir, je dis bonsoir. Oh, il y avait une question, mais ça m'a échappé. Donc, écoutez, mettons-nous d'accord. Moi, j'ai fait l'analyse. Les positions exprimées ici, ce sont les positions du gouvernement américain. Hein? Donc, celui qui est le patron de la diplomatie américaine dans la région Afrique, c'est celui qui parle. Ce n'est pas moi. Je ne dis pas que c'est bon. Moi, je constate et je fais l'analyse. Oudé Kamana, le grand chef, dit bonsoir au Congo. Je te souhaite une bonne santé. Merci beaucoup, grand chef. Merci. J'en ai vraiment besoin. J'ai eu un coup de froid dans le pays de l'oncle Sam. Allez, Bonaventure Muzigirwa Muganga. Il dit, je suis d'avis avec ton analyse et je tiens à rappeler que nous sommes à l'ère dite post-vérité où les vérités électorales ne sont pas comme présentées par les médias. Ceci, comme vous l'insinuez, joue sur les états d'âme. Oui, je suis de cet avis et je comprends pourquoi, Bonaventure, tu es d'accord avec moi. En fait, les gens agissent par rapport à la campagne médiatique. Mais quand vous dites, mettons les faits sur table, vérifions, c'est là où les gens se perdent. Ils disent, ah non, moi j'ai parlé à un ami qui me dit, j'ai dit, oh. Et tu ne peux pas venir, si tu es sérieux, devant une cour, devant des responsables. Tu dis seulement, ça doit être seulement. Et c'est là où j'ai dit que la CENCO,
est en train de... Vous savez, la Senko était très, très respectée. Hein. Elle est encore... Et les Américains disaient que non, c'est la seule institution crédible. Tout ça. Mais c'est comme si elle a abusé de ses crédits. Comment pouvez-vous soutenir que tel a gagné et vous n'avez pas de preuves? Quelqu'un m'a dit, Zanon, j'ai dit, mais pour réclamer la victoire, il faut avoir suffisamment de preuves qui vont montrer que vous avez gagné partout là où vous prétendez avoir gagné. Ne venez pas avec un échantillon. Et quand on pose la question, la maison qui a fait, la compagnie qui a aidé la Senko, excusez-moi, pour faire l'observation des élections, c'est silence. Abbé Chaul devra avoir le courage de dire que c'est telle compagnie. Donc voilà, je suis en train de rouler là. Wow, je ne vois plus là. OK. Alors, il y a plus de bonjour et des questions. Je suis en train de chercher les questions et les commentaires. Bonaventure avait fait un commentaire. Voilà. Donc, il y a quelques commentaires ici. Laurent Lumumbo dit, je me réjouis de constater qu'il y a un changement dans votre santé par rapport à hier. Oui, merci beaucoup, c'est vrai. Je ne suis pas encore complètement guéri, mais il y a en tout cas un changement significatif. Est-il vrai que les États-Unis demandaient au président Félix Tshisekedi de traduire Kabila en justice internationale? Non, je n'ai pas vu ça. Donc, il faut faire attention sur les réseaux sociaux. On a parlé de Mukwege, non, voilà, on a désigné un informateur, et puis on a démenti. Tout ça, Mukwege n'a rien dit. Félix Tshisekedi, le président, n'avait rien dit. Les gens qui ont répandu la fausse nouvelle des fake news, eux-mêmes, ils ont démenti. Alors, il y a Karis Moussa qui dit, n'est-ce pas un peu exagéré de dire que ce sont les meilleures élections de l'histoire de la RDC? Bon, c'est comme ça que ça sonne. Tout dépend, vous êtes Congolais, et aussi les risques que le pays courait, quand on est du côté des autres, les risques que le pays courait, de ne même pas à l'issue de ces élections qui est la guerre civile. Alors, c'est par rapport à ces risques, par rapport le fait que ces risques ne se sont pas... ce qu'on craignait n'est pas arrivé, c'est pour cela qu'ils disent ça. Mais aussi, n'oubliez pas, c'est la première fois qu'il y a un transfert pacifique du pouvoir. Aujourd'hui, nous en parlons comme ça, mais demain, quand les historiens vont commencer à étudier l'histoire du Congo, ils diront que c'est un moment très capital. C'est peut-être, je pense, par rapport à ça. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est quand on regarde la qualité du processus électoral, on doit dire que non, le processus était tortueux. Mais au regard des résultats, nous avons un président de la République qui vient de l'opposition, pas n'importe lequel, l'IDPS, au moment des élections, l'année passée, était le plus grand parti politique de l'opposition. Et c'est un parti historique. Et il y a eu alternance, chose que nous n'avons pas vue dans beaucoup de pays en Afrique centrale. Allez, Alain Mouteba, il dit le fait de combattre l'IDPS a fait perdre la crédibilité à la Senko. Je ne pense pas. Ce n'est pas le fait de combattre l'IDPS. J'ai dit le fait que la Senko s'est permis de donner le nom d'un vainqueur sans avoir vraiment de preuves à 100%.
C'est cela qui discrédite la CENCO. L'IDPS doit être combattu dans les cadres légaux comme un parti compétiteur dans l'arène politique. Ça, il faut accepter ça. Tout comme l'IDPS combat les autres partis de manière légale, là, c'est le combat démocratique. Allez, Ogui Nyemboidi, pensez-vous que les programmes des 100 jours du président, qu'est-ce que vous dites, renforcer la confiance avec les USA? Bon, ce programme-là n'est pas fait pour les Américains, c'est pour le bénéfice des Congolais. C'est à nous, nous allons apprécier. Moi, je me dis, il fallait que les gens aient les chronos et les papiers, quand chaque fois ils disaient qu'ils écrivent, comme ça ils pourront suivre l'exécution des travaux. Voilà. Allez, j'en ai fini. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les Américains, c'est pour nous. Il y a encore des petites questions qui sont arrivées. Sami Mwanzedi Kalamba, il dit il y a une lettre du FCC qui circule montrant noir et blanc qui soutient la nomination de Joseph Kabila à la primature. Est-ce que c'est vrai? Le document, avec beaucoup de réserves, me semble un peu authentique. Mais il faut faire attention. La capacité de falsification des documents aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui, elle est extraordinaire. Mais jusqu'à ce qu'il y aura une déclaration lue par un membre du FCC, c'est alors que je vais accepter cela. Mais peut-on nommer Kabila Premier ministre? Légalement, oui. S'il s'avère que c'est lui qui a la majorité au niveau du Parlement, on peut le nommer. Mais d'autre part, M. Félix Tshisekedi peut nommer quelqu'un d'autre dans ce qu'on appelle majorité là. Bon, voilà. Sur le plan légal, oui. Excusez-moi. Grand-chef Moudia Kama, il dit quels seraient les risques et l'objectif de la satellite rwandaise à ce moment stratégique? Sorry, je sors du sujet. Oui, au Bimina sujet à solo. Bon, il n'y a pas d'amende pour avoir sorti des sujets. Bon, d'abord, c'est pour la communication du Rwanda. Qu'est-ce que j'ai dit là? Les conséquences. D'abord, je dis que c'est pour la communication. Ensuite, il faut faire attention. Aujourd'hui, le monde, la géopolitique ne se limite plus seulement sur le territoire, la mer. La géopolitique va dans la dimension de l'espace et même de l'information. Donc, à partir de tels satellites, ils peuvent, par exemple, faire la prospection. Hein. Il y a des prospections des ressources minérales qui se font à partir des satellites. Il revient à la RDC de s'assurer que ces satellites-là aient mis dans l'espace pour faire le travail que l'on a déclaré qu'il fera. Mais sinon, ça peut être un autre désavantage. Allez. Marcel Pagnol dit la lettre semble très manipulée. Martin Ondal dit bonsoir. Fachi a déjà mobilisé combien de dollars depuis son investiture où il a eu l'argent pour commencer le programme de 100 jours? Bon, je n'ai pas de chiffres en tête, mais quelqu'un était en train de me dire qu'il y a eu beaucoup d'argent qui sont entrés. Voilà. Bernard Badibanga dit papa Anglo-Congo Kabila comme sénateur, je ne peux pas être ministre car la Constitution ne les permet. La Constitution les rend incompatibles. Oui, mais s'il renonce au Sénat, je crois qu'il peut être Premier ministre. Bon, voilà, je vous laisse là. Mon analyse est terminée. Mon visiteur, il est important pour moi, il vient d'arriver. Alors, on va continuer inbox.
à tous les amis qui sont à Londres et dans le pays environnant de l'Europe. I'm around you. I'm among you. So I'm enjoying the weather, the food. I hope that I'll meet some of you during my staying here. Voilà. Pour ceux qui sont là, donc je suis là, autour de vous, parmi vous. Hein? Je suis en train de me réjouir de mon séjour sur tous les climats, hein, et espérant de rencontrer quelques-uns parmi vous pour qu'on puisse échanger. Les photos ne sont pas permises, mais discussion, manger, boire ensemble, comme mon frère qui est venu me prendre aujourd'hui, un Congolais que j'aime bien. Alors voilà, je vous laisse. Je termine toujours en disant, prions, mais les perspectives sont bonnes, mais les défis sont toujours là. Prions que Dieu nous fasse grâce par ces combats. Il n'est pas seulement un combat physique, il est aussi un combat qui a une dimension spirituelle. I love you so much, guys. Stay blessed. See you. Bye.